C'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Madame, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de cette édition, ouverture à l'Assemblée nationale de la 3e session extraordinaire ce lundi. Vous en saurez davantage dans le développement de cette édition. Affaire de faux diplômes dans l'administration publique, une commission mise sur pied par le gouvernement a permis de détecter récemment 10 agents détenteurs de faux diplômes. Vous suivrez dans cette édition certains citoyens qui ont exprimé leur ressenti à ce propos. Et puis, hors du Bénin, Idriss Déby Itno a prêté serment ce lundi au Tchad pour un 5e mandat. Voilà pour le sommet de cette édition. Dans un court instant, le développement. Ravi de vous retrouver une fois encore. Merci de nous suivre sur Eden TV. Je vous l'annonçais en titre, la 3e session extraordinaire a été ouverte ce lundi à l'Assemblée nationale. Le président de l'institution parlementaire, Maître Adrien Houmbédi, après avoir rappelé les différents dossiers à l'ordre du jour de la dite session extraordinaire, a demandé à la plénière, à la première secrétaire parlementaire, Sophia Tchanou Aruna, de faire le point à la plénière des communications parvenues au bureau du Parlement. Après ce rapport, le président Houmbédi a interpellé le président de la Commission des finances sur la disponibilité des rapports des dossiers d'accord de prêt et qui sont à étudier par la plénière au cours de cette session. Là-dessus, le président de la Commission, honorable Raphaël Akotegnon, signale que ces dossiers seront prêts dans la soirée après quelques réglages par sa commission. Le président Houmbédi, ensuite, avant de renvoyer la séance plénière à jeudi prochain, a demandé d'autres explications. Suivez ici un extrait des propos du président Adrien Houmbédi. Nous reportons la séance à jeudi pour examen des 5 dossiers. Nous aurions encore jeudi, vendredi, et puis lundi prochain, mardi prochain, et ainsi de suite. Puisque la session extraordinaire ayant commencé aujourd'hui, nous avons 2 semaines, donc nous disposons encore de la semaine prochaine. N'est-ce pas? Si nous finissons avant, nous clôturons avant, bien sûr. Donc nous nous retrouvons jeudi. Pas d'objection? Bien, la séance est renvoyée à... Hein? Oui, oui. Nous suspendons, hein, nous n'allons pas lever, nous suspendons. D'accord? La séance. En sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres du mercredi 3 août 2016, le gouvernement s'est penché sur plusieurs dossiers, parmi lesquels la procédure de radiation de 10 agents de la fonction publique détenteurs de faux diplômes appréhendés. Les activités d'une commission mise sur pied ont permis de détecter les agents qui ont usé de faux diplômes pour se faire recruter à la fonction publique. Face à cette situation, certains citoyens béninois ont exprimé leur ressenti. Ils sont au micro d'Antoinette Sagbo et Fréjus Firsi. Rentrer dans l'administration sans avoir la compétence, c'est un problème. Parce que si nous voulons avoir une administration de développement, on ne peut pas continuer par tolérer des trucs comme ça. Je pense que si on cherche bien, on trouvera plus de 10. Il faut les sortir, quelle que soit la situation. Parce que si on ne les sort pas, on va encourager d'autres à avoir le même comportement. Et il ne faut même pas s'arrêter là, il faut poursuivre ces gens-là sur le plan pénal pour faux usage du faux. Il faut même les mettre en débat, de rembourser à l'État tout ce qu'ils ont perçu depuis qu'ils sont en train de travailler. Parce que notre pays est malade de l'impunité. C'est une décision salutaire. Il y a 2 catégories de faux diplômes. Il y a les vrais faux diplômes. C'est ceux-là que la commission mise en place parvient à identifier et à punir les détenteurs. Mais il y a une autre forme de faux diplômes. C'est les faux vrais diplômes. C'est les diplômes réguliers, des diplômes régulièrement établis par les autorités compétentes,
mais qui sont détenus par des personnes qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas le savoir correspondant à ce diplôme-là. Et l'administration doit faire un effort pour aller là aussi. Parce que la performance de l'administration requiert qu'elle soit animée par des personnes qui ont non seulement les diplômes, mais qui ont la culture, qui ont la connaissance pour faire le travail. Beaucoup de personnes réussissent en trichant. Je le dis à tous égards exceptionnels. Même parmi les acteurs politiques, beaucoup réussissent en trichant. Et donc, on amène les enfants, on amène les jeunes à poser des actes que nous-mêmes, nous ne réprimons pas en tant que parents, nous ne réprouvons pas en tant que parents. Moi, je crois très fondamentalement qu'il faut éduquer le peuple. Les gens veulent de la facilité partout. On ne veut plus faire d'efforts. On ne veut plus mériter ce qu'on a. Vous avez un diplôme, contentez-vous de ça. Au lieu que d'aller falsifier des diplômes supérieurs et venir les exhiber à l'administration pour pouvoir être payé plus cher que ce que vous avez comme niveau. Ceux-là doivent être devant les cours d'assises. Parce que c'est criminel. Ils violent les droits de ceux qui sont normalement détenteurs de vrais diplômes. Et maintenant, ils volent le peuple. Ils volent le pays. C'est des détourneurs de deniers publics. C'est des criminels. Il faut maintenant, a priori, vérifier l'authenticité des diplômes avant d'engager les gens. Parlons à présent de l'actualité sportive. Les cadets béninois contraints au match nul d'un but partout par leur équivalent ivoirien ce dimanche. C'est dans le cadre du deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN U17 2017. Suivez ce compte rendu de Judical Polycap Aïdjinou. Les cadets béninois ont de quoi nourrir des regrets. Ils viennent d'être contraints au match nul d'un but partout par des Ivoiriens. Ce sont d'ailleurs les coéquipiers de Ange Vieira Kwame qui vont ouvrir le score. Une œuvre de Kofi Guy Akwete qui décoche à la 37e minute une superbe frappe qui envoie le ballon dans les buts béninois. L'égalisation béninoise va intervenir en fin de première période sur pénalty. Pénalty provoqué par Chabel Gomez et transformé par Joël Vidécon. Plus aucun but ne sera marqué dans cette rencontre. 1-1 score final, priorité des deux sélections, le match retour en Côte d'Ivoire. Là, ce n'est pas qu'ils étaient nettement plus forts, mais stratégiquement, ils ont géré. Quand on est à l'abordage, subitement, une, deux balles, bien ils balancent et ça va vite derrière et c'est difficile après à les rattraper. Surtout que notre bloc d'équipe était haut. Maintenant, ce qu'on peut dire, nous les connaissons. Nous jouons un match retour. On a vu comment habilement et gardiens et joueurs ont tout géré. On lui a travaillé seulement que sur de longues balles. Les une, deux touches, ils sont dans notre camp. C'est à nous de retrousser nos manches, de ne pas perdre courage. Je pense que le jour où nous allons mettre réellement à travailler dans la durée, sur la distance, nous-mêmes on sera serein face à la... Donc il n'y a pas à rougir. C'est de tirer toutes les leçons de ce qui se passe. Vu les circonstances du match, on mérite la victoire. Mais comme c'est un match de foot, comme on dit, il y a des circonstances, il y a les faits de jeu. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous avons fait match nul. On va rentrer à Abidjan. On va se préparer pour le second match. Cette manche retour de ce deuxième tour des éliminatoires de la CAN U17 Madagascar 2017 aura lieu le 19 août prochain. Idriss Déby Itno, le président de la République tchadienne, je vous l'annonçais en titre, a prêté serment ce lundi pour un 5e mandat et c'est dans un climat tendu que s'est déroulée cette cérémonie après la mort ce dimanche d'un manifestant en N'Djamena lors d'une marche de l'opposition qui conteste la réélection de Idriss Déby Itno. Proclamé vainqueur de l'élection du 10 avril dernier, dès le premier tour avec 59,92% des voix, Idriss Déby Itno, 64 ans, arrivé par la force au pouvoir en 1990, a prêté serment pour un 5e mandat présidentiel.
C'est en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le béninois Patrice Talon, que le président tchadien a juré solennellement devant son peuple et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois de son pays. Dans son discours, Idriss Déby a appelé à l'unité nationale alors que sa réélection est fortement contestée par l'opposition qui compte déposer contre lui une plainte devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et prise illégale du pouvoir. En ce jour où nous venons de revêtir la charge suprême, plus que jamais, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens, pris collectivement et individuellement, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, de l'intérieur ou de l'extérieur, toute obéissance politique et confessionnelle confondue. Je suis en effet le président de tous les Tchadiens. L'ancien militaire a aussi annoncé la poursuite de la lutte contre le terrorisme partout où l'intérêt et la sécurité du Tchad est menacé. Un message sans doute apprécié par ses alliés présents, dont Mouhamadou Bouhari du Nigeria et Mamadou Sifou du Niger, dans la guerre contre les groupes djihadistes au Nigeria et dans le Sahel. Dans un monde instable et au milieu d'une Afrique confrontée à de nouveaux tourments de l'histoire, notre pays doit poursuivre sa politique de solidarité active avec nos sœurs et nos frères qui subissent à leur corps défendant les affres de l'obscurantisme et de l'intégrisme barbare. Saleh Kebzabo, arrivé deuxième lors des élections présidentielles, a annoncé que l'opposition maintenait l'opération Ville morte dans les rues de la capitale N'Djamena pour protester contre cette réélection. L'annonce intervient alors qu'un jeune Tchadien a perdu la vie par balle dimanche lors d'une manifestation de l'opposition. Le chercheur américano-égyptien Ahmed Zohel, prix Nobel de chimie en 1999, décédé le 2 août aux États-Unis, a reçu les honneurs militaires lors de ses funérailles organisées ce dimanche au Caire en présence du chef de l'État égyptien. Les découvertes de cet homme, devenu plus tard conseiller scientifique du président américain Barack Obama sur les processus moléculaires fondamentaux, ont permis, par leur application à la chimie, la biologie et la pharmacologie, des progrès dans le domaine de la santé humaine. Il est décédé mardi à l'âge de 70 ans aux États-Unis, où il vivait et enseignait. Dimanche, dans un grand complexe militaire de l'Est du Caire, le cercueil d'Ahmed Zohel, recouvert du drapeau égyptien, a été porté par un attelage de 6 chevaux et cavaliers en uniforme rouge d'apparat, précédés par des soldats de chaque corps d'armée. De hauts responsables du gouvernement ainsi que le président Abdel Fattah al-Sisi ont pris part à la procession. Au moins 20 personnes, dont 2 journalistes, ont été tuées dans un attentat à la bombe perpétré contre un hôpital de Kata, capitale de la province instable du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan. Ce lundi, l'explosion a eu lieu au moment où des avocats et journalistes étaient rassemblés à l'hôpital après l'assassinat d'un avocat en vue. Le président de l'association du barreau de la province, Bilaï Answar Kassi, ce dernier a été tué par des inconnus armés dans une attaque tôt ce matin alors qu'il quittait son domicile pour aller travailler. Le président Recep Tayyip Erdogan a de nouveau évoqué dimanche un possible rétablissement de la peine de mort en Turquie devant des centaines de milliers de Turcs appelés à manifester pour la démocratie après le putsch raté. Si le peuple veut la peine de mort, les partis suivront sa volonté, a dit M. Erdogan devant des sympathisants qui scandaient peine de mort lors de la manifestation géante à Istanbul organisée par le pouvoir en présence de l'opposition. Suivez ici un extrait de ses propos. Étant donné que vous réclamez la peine de mort, c'est au Parlement turc de prendre cette décision. Une fois que notre Parlement aura pris cette décision, les étapes qui suivront sont claires.
S'il faut l'approuver, c'est du côté du Parlement. Me concernant, je l'approuve. Il n'y aurait pas de peine de mort en Europe, au Conseil européen. Il n'y en aurait pas de ci, de là, mais elle existe aux États-Unis, au Japon, en Chine. Elle existe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde. En tant que peuple et nation, nous devons très bien analyser le coup d'État du 15 juillet. Pas seulement ceux qui ont commis cette traîtrise, mais aussi les forces derrière eux, ceux qui leur ont permis de passer à l'action. Si le coup d'État avait réussi, cette géographie qui nous appartient depuis 1000 ans, nous savons très bien à qui elle allait être servie sur un plateau en or. Le soir du 15 juillet, les Turcs, qu'ils soient du parti de l'AKP, du CHP ou du MHP ou n'importe quel autre parti, ont vu très clairement ce qui pouvait nous arriver. À présent à Las Vegas, où le taux de mariage est de plus en plus en baisse, et les raisons de cette situation s'expliquent aisément. Pour en savoir davantage, suivez plutôt ce reportage. Un mariage célébré en musique en 10 minutes pour quelques centaines de dollars, un grand classique de Las Vegas. Elvis, c'est Vegas, ça brille, c'est glamour, tout ça. Mais l'énergie déployée par le sosie d'Elvis ne suffit plus. Las Vegas n'attire plus autant de jeunes mariés. La chute est vertigineuse, près de 50 000 mariages en moins en 2014 par rapport à 2004. Une baisse de 40% en seulement 10 ans. Le business ici à Las Vegas avec les mariages, ça a descendu depuis 2004. Tous les ans, c'est pas été au bas, hein, c'est descendu tous les ans. Les gens ont de moins en moins de sous aussi, vous savez, parce que l'économie n'est pas tellement bonne ici. En cause, un effet de mode né dans les années 50 qui s'essouffle. Là, c'est Paul Newman et Joan Woodward, deux grosses stars des années 50 à Hollywood. Et surtout, une image qui se dégrade. Ils s'imaginent ces gens qui se marient à la dernière minute parce qu'ils ont trop bu. Mais ça, c'est ce qu'on voit au cinéma. Et ce n'est simplement pas la vérité. La ville de Las Vegas estime le manque à gagner à 1 milliard de dollars par an et s'apprête à lancer une grande campagne mondiale de publicité. Objectif, attirer à nouveau les jeunes tourtereaux, surtout en provenance de l'étranger. Ce n'est que du fun, c'est la folie. Tout est grand, gros, c'est tellement différent de la Norvège. Elvis est venu nous marier, on a adoré, c'était fantastique. On a passé quelques jours merveilleux et maintenant on va dîner sur la Tour Eiffel. Que demander de plus? La capitale du vice a célébré 80 000 mariages l'an dernier. C'est toujours davantage que n'importe quelle autre ville aux États-Unis. Acapulco est connu pour sa baie et ses plages paradisiaques, mais c'est aussi l'une des villes les plus violentes du Mexique. Les surfeurs de cette station balnéaire tentent d'échapper à la vague de criminalité et d'attirer les jeunes vers ce sport plutôt que vers les cartels de la drogue. Reportage. À Acapulco, le surf était vu autrefois comme un sport de riches. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes défavorisés l'ont adopté comme une manière d'échapper à la violence de la ville. Luis Rey Hernandez est l'une des étoiles montantes du surf au Mexique. Il a récemment remporté le championnat national des moins de 18 ans. Dans la mer, je n'ai pas peur. Je suis heureux d'être là. La violence est terrible ici à Acapulco et le gouvernement et le président ne font rien. C'est très dangereux pour nous. On est sur la mauvaise pente. On entend des tirs. Il y a des morts. Si Puerto Escondido est la Mecque du surf au Mexique, Acapulco a gagné en popularité parmi les amateurs et les professionnels. Mais les plages de sable fin contrastent fortement avec la réalité d'une ville appauvrie, gangrénée par les cartels de la drogue et devenue l'une des plus violentes au monde. Ça affecte le surf parce que malheureusement la violence attire les jeunes. Et ici nous avons besoin d'aide pour que ce soit le surf qui attire les jeunes et que les choses changent.
L'un des plus célèbres surfeurs d'Acapulco, José Manuel Trujillo, est bien placé pour en parler. 3 de ses amis ont été tués lorsqu'il était adolescent. Mais le champion s'est tourné vers le surf, a monté sa propre marque de vêtements et a même fini par jouer un petit rôle dans un film hollywoodien. Grâce au surf, je me suis éloigné du mauvais chemin. Et aujourd'hui, je suis là, debout. Grâce à Dieu, j'ai gagné le respect de tous et j'ai montré à tout le monde qu'il y a un sport très beau qui s'appelle le surf et que l'on peut pratiquer à Acapulco. Mais à $240 minimum la planche pour enfants, ce sport n'est pas encore à la portée de tout le monde. Cet artisan a appris à façonner des planches pour les rendre plus accessibles. Si l'on sait que l'on ne gagnera que le coût du matériel, mais que cela peut permettre à des enfants de commencer à surfer et de s'occuper, alors c'est que nous apportons de l'aide. Gaciel Garcia a bénéficié de cet appui local. À 10 ans, le jeune garçon a déjà remporté un championnat national et rêve de participer à des compétitions à l'étranger. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur EDN TV. Bonsoir.